Philippe qui s'impose ici à Épernay. Dans le il en met une de et l'attaque de Tadej Pogacar. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. T'es très grand. Tout ça, c'est l'histoire d'une épopée. Celle de l'une des plus grandes épreuves sportives du monde, le Tour de France. C'est un grand moment de sport que l'on vit là. C'est énorme. Pour la seconde année consécutive, comme on vous l'a dit, Laurent Fignon remporte le Tour. Let's sort de ce corps. La France entière, bonhomme. La France entière est là, derrière toi. Allez, Christopher Froome à pied. On n'a jamais vu ça. Tous les ans, des milliers de personnes se pressent sur le bord des routes, dans les villages, derrière leurs écrans pour suivre la course cycliste la plus populaire du monde. Que nous soyons passionnés de vélo ou non, nous avons tous au moins vibré une fois devant les Bardet, Veuclair ou Pinot. Et même pour les plus âgés d'entre nous, assisté aux dernières victoires françaises et belges sur la Grande Boucle. Depuis sa première édition en 1903, le Tour de France a gagné chaque été le cœur du public. En fait, ce monument ne s'est arrêté qu'à 2 seules reprises, lors de la Grande Guerre de 1914 à 1918, ainsi qu'en 1940. Cette année-là, la France est envahie par le Reich d'Adolf Hitler. Le Tour s'arrête pour 7 ans. 7 longues années sans que le maillot jaune ne puisse parcourir les routes de l'Hexagone. La France occupée, le Tour arrêté. Pourtant, alors que la poussière de la débâcle retombe à peine, l'occupant allemand et le gouvernement de Vichy veulent relancer une grande boucle, une grande course à étapes, populaire pour oublier la guerre et porter la révolution nationale du maréchal Pétain. Ce Tour de la honte, ce sera le circuit de France. C'est vrai que le Tour de France, ça fait quand même pas mal penser aux vacances. Et j'ai pensé à ceux qui partiraient en voyage cette année, et notamment à l'étranger. Et notre partenaire du jour a aussi pensé à vous, parce qu'il s'agit de Saily. Alors Saily, qu'est-ce que c'est? C'est une solution de eSIM qui vous permet de rester connecté partout à travers le globe et de s'éviter quand même pas mal de stress. À l'étranger, on se demande toujours un petit peu comment ça se passe pour Internet, le forfait, est-ce qu'il faut que je change d'opérateur, etc. Saily, pour le coup, c'était une solution que j'avais déjà utilisée. C'était dans la vidéo Louisiane, vous savez, quand on était allé à la Nouvelle-Orléans pour parler de francophonie. Et bien justement, j'avais utilisé Saily pour éviter tous ces problèmes liés aux connexions, aux forfaits, aux gigas, etc. Et donc ça avait été extrêmement pratique. Saily c'est dispo aux États-Unis, mais dans 189 autres pays à travers le monde, c'est aussi très simple à installer et à utiliser. Nous, du coup, ce qui nous intéresse, là par exemple, c'est les États-Unis. On va prendre pour l'exemple un forfait à 5 Go. Vous avez un bouton pour installer la carte SIM, c'est tellement simple, ça se fait en 2 minutes. Et ce que je peux vous conseiller, c'est essayer de le faire avant de partir, parce que sinon, vous savez, vous allez galérer, il va falloir se connecter à des spots Wi-Fi à l'aéroport, etc. Là, faites-le avant de partir, comme ça vous êtes tranquille. Donc voilà pour Saily, rapide, efficace, sécurisé. Et donc si vous voulez l'utiliser, c'est juste ici, je vous mets le QR code, vous n'avez plus qu'à le flasher. En plus de ça, je vous rajoute en description le code RIVENZI15 que vous pouvez utiliser pour 15% de réduction sur votre prochain forfait. Donc après tout ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent voyage, d'excellentes vacances et de remercier Saily de soutenir notre travail. Très bonne vidéo. L'histoire du Tour de France débute en 1903 à l'initiative du journal L'Auto, l'ancêtre de l'Équipe. Comme je vous l'ai déjà dit, le Tour de France s'arrête pendant la Première Guerre mondiale, ainsi qu'en 1940, où l'invasion allemande oblige le nouveau directeur du journal, Jacques Godet, à annuler la course. Il n'est plus question de faire des courses. Pourquoi? Parce que beaucoup de cyclistes, beaucoup de sportifs ont été mobilisés, comme tous les citoyens français en âge de combattre. Donc cet été 40, il n'y a plus rien. Étienne Bonamy est ancien rédacteur en chef de l'Équipe et auteur de l'ouvrage « Les Forcés de la route », qui parle de cette histoire oubliée du circuit de France. Il y a eu beaucoup de sportifs qui, eux, ont terminé leur carrière pour la bonne raison qu'ils sont allés se battre, ils sont allés sur le front, ils en sont morts. Beaucoup ont été faits prisonniers, quels que soient les sports dans lesquels ils jouaient. Que vous soyez un champion cycliste, ou vous soyez un apprenti boulanger, quand vous êtes à la guerre, vous êtes à la guerre, il n'y a pas de sélection. L'occupation allemande et la séparation de la France en plusieurs zones d'occupation poussent alors Godet à suspendre la course pendant les hostilités. À partir de l'été 1940, la France se retrouve sous une nouvelle administration, que ce soit au nord sous l'autorité des Allemands ou au sud sous le nouvel état du maréchal Pétain. Le pays est fragmenté et la population doit essayer tant bien que mal de survivre dans un quotidien marqué par le rationnement et les pénuries. Alors comme vous pouvez vous en douter, l'esprit n'est pas à la fête, et pourtant les autorités allemandes souhaitent relancer le Tour de France. Une idée curieuse, car les esprits semblent ailleurs. La motivation n'est évidemment pas sportive.
En fait, en relançant la course la plus populaire avec le soutien de Vichy, l'occupant espère rassembler et fédérer les Français. Fédérer la population autour d'une nouvelle situation qui devient une nouvelle norme. Ici, le sport agit comme un outil politique. Pour ce nouvel État français autoritaire, et Jean Borotra, le commissaire général au sport, l'éducation physique est un important outil de propagande. Il déclare d'ailleurs qu'elle est là pour rendre aux Français la pleine santé physique et morale par toute une série d'activités. Des séances d'éducation physique, l'initiation au sport de jeu, les travaux manuels et l'hygiène pratique. Mais alors pour lancer cette révolution nationale du sport, rien de mieux que la discipline la plus populaire à l'époque, le vélo. En France, c'est le premier sport. Pour deux raisons. C'est que le vélo, la France est un pays qui fabrique énormément de vélos, les équipementiers, Mercier, Lucifer, Elliott, Alcyon, tout ça. Même avant le début de la guerre, on a un Tour de France où il y a une caravane publicitaire qui fait le Tour de la France, qui était venu déjà un énorme business et un énorme engouement. Il y a à peu près 3,5 millions ou 4 millions de vélos en France. C'est un moyen de se déplacer, c'est un moyen donc de faire du sport. Et puis il y a des grands champions. Le Tour de France a déjà sacré des champions français, mais déjà internationaux. Aujourd'hui, évidemment, il y a plus de pays qui font du vélo, mais à l'époque, il y a des Italiens déjà, il y a des Belges, il y a des Espagnols. Donc c'est devenu vraiment le sport numéro 1 en France. Jacques Godet et le magazine Lotto refusent formellement d'organiser le Tour de France en 1941, et ce pendant toute la guerre. C'est ici qu'une idée germe chez Georges Daudet, patron du journal collaborationniste La France socialiste. Si finalement Lotto refuse d'organiser le Tour, pourquoi ne pas s'en occuper? Daudet décide donc de confier cette opportunité à un certain Jean Leliot, ancien journaliste de Lotto, et maintenant rédacteur en chef au sein du journal fondé en 1941. Un journal antisémite, raciste et colporteur de la propagande, vantant l'occupant allemand et la collaboration. Jean Leliot, c'était un ancien coureur au début des années 30, mais qui était quelqu'un qui organisait très bien les épreuves, qui racontait le Tour, qui suivait le Tour. Godet en avait fait un peu son poulain. Ça n'a jamais été un grand coureur, mais c'était quelqu'un qui aimait le vélo, qui le racontait, qui écrivait dessus. Jean Leliot réapparaît pour devenir rédacteur en chef de La France socialiste. Et évidemment, Leliot, il a participé plusieurs fois à l'organisation du Tour. Donc il devient le maillon fort. Et il faut quelqu'un pour intéresser les coureurs, intéresser les équipementiers et tout. Il faut qu'à la tête d'un projet Tour de France, même s'il ne portera pas ce nom-là, il faut qu'il y ait quelqu'un du métier. Parce que s'ils prennent quelqu'un au hasard, personne ne fera confiance. Avec le soutien du nouveau commissaire au sport de Vichy, le colonel Pasco, Leliot lance son projet de course à étapes. Il souhaite organiser une course de 3 semaines qui passera par la Bretagne pour ensuite rejoindre les cols mythiques des Pyrénées, comme le Tourmalet, puis passer par Marseille avant de sillonner les Alpes. Le projet annoncé est extrêmement ambitieux car il faut composer avec les conséquences de la guerre. Les différentes restrictions liées à l'occupation compliquant l'organisation, que ce soit les besoins en carburant, en matériel et même en nourriture. Sauf que, petit problème, le circuit rêvé par Leliot oblige à traverser la fameuse ligne de démarcation entre la zone nord et la zone sud. Et ceci déplaît fortement aux autorités allemandes. Parmi tout ça, il faut bien trouver des coureurs qui vont participer à cette course. Et comme nous le disait Étienne Bonamy, nombreux sont les cyclistes qui ont dû arrêter leur carrière à cause de la guerre. Et au printemps 1942, la situation est très délicate. Et qu'au mois d'avril, c'est même pas une demi-feuille blanche qui est qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment. Pour ça, Leliot, lui, il est obligé d'avoir la certitude que l'occupant allemand, le gouvernement de Vichy vont les aider en logistique. Plus ça allait, on est au mois de mai, plus ça allait, plus c'était oui, mais il n'y aura pas de caravane publicitaire. Parce que c'est de la gabégie, c'est n'importe quoi. Il n'y aura pas tant de voitures à côté, mais non, mais voilà. En fait, c'est une peau de chagrin, ça. De nombreuses galères, comme le choix du nom de la course, le Tour de France est une marque déposée par le journal Lotto. Jean Leliot tranche, et cette nouvelle grande course pleine de promesses sera le Circuit de France. L'événement est annoncé dans les pages de la France socialiste, en mai 1942. Alors, lancer une grande boucle tout autour de la France, dans un pays occupé, rationné et qui se relève à peine de la défaite, vous trouvez sûrement que ce projet est trop beau pour être vrai? Eh bien, sachez que la presse de l'époque le pense également.
De nombreux spécialistes doutent de la capacité de Lelio et de son journal à réussir à organiser une course si ambitieuse. De plus, le parcours, les participants ainsi que les dates de l'événement ne sont pas communiqués. Pour Lelio, en réalité, c'est un peu la douche froide. Il se voit contraint de revoir ses espérances à la baisse, puisqu'en effet, au début de l'été 1942, la France socialiste annonce enfin les dates, ainsi que le parcours. Seulement une semaine de course, avec 6 petites étapes dans le nombril de la France, un départ à Paris le 28 septembre pour un retour dans la ville lumière le 4 octobre. Le parcours se dessine, la course est annoncée, mais finalement, qui acceptera de prendre le départ? Ça a eu lieu du 28 septembre 42 au 5 octobre 42. Autant dire que c'est à la fin de la saison. La saison de piste, elle commençait le 12 octobre. Voilà, il y a ceux qui voulaient bien courir parce qu'il y avait une prime. Il y a ceux qui avaient couru tout l'été, qui sont allés courir en Espagne, en Suisse et tout, qui n'étaient pas trop regardants. Et puis il y avait ceux comme Émile Idé. Émile Idé est un jeune coureur français de 20 ans. Il est originaire du département de l'Aisne et il est un très bon coureur de régional et vit avec sa famille à Ménilmontant à Paris. En 1940, il devient un néo-pro, c'est-à-dire qu'il va connaître sa première année en tant que coureur professionnel. Mais Émile, il n'aime pas trop le Tour de France. En fait, il n'aime surtout pas les courses à étapes. Il s'ennuyait dans les courses à étapes. Et il y a des coureurs, comme aujourd'hui, il y a des coureurs, c'est des coureurs de classique, comme on dit, voilà, des coureurs d'un jour, des punchers, des baroudeurs, on appelle ça comme on veut. Pendant l'occupation allemande, le cyclisme professionnel survit, mais le nombre de cyclistes diminue au même titre que les moyens nécessaires à la pratique de la discipline. Des courses sont tout de même organisées et les récompenses, bien que moins importantes qu'avant la guerre, permettent aux cyclistes d'améliorer leur quotidien et celui de leur famille. Bien se classer dans une course n'est plus seulement une question de prestige, mais aussi une question de survie, comme l'a raconté Émile Idé à Étienne Bonamy. Une fois, il a gagné Paris-Reims, il est revenu avec une petite enveloppe et 2 poules. Et il me dit, la petite enveloppe, ça m'a permis d'acheter un terrain à côté de la maison, à Nouvion-le-Comte, et les 2 poules, ça nous a fait la semaine avec la famille. Contrairement au Tour de France, qui alignait à l'époque des équipes nationales, comme la France, la Belgique ou l'Italie, le contexte de la guerre ne permet pas au Circuit de France d'en faire de même. Jean Lelio, l'organisateur, doit convaincre les équipementiers qui ont encore des coureurs sous contrat de s'aligner sur la course. Lelio, qui est connu et qui connaît bien le milieu cycliste, a une idée, qui existe toujours aujourd'hui, de dire, puisqu'on ne peut plus faire d'équipe nationale, sinon ça aurait été français et belge, hein, voilà. Il décide de faire des équipes, des teams, des équipes de marque. Le premier qu'il est allé convaincre, c'est Mercier. Parce que Mercier, c'est les cadres, enfin c'est les vélos Mercier à Saint-Étienne, la capitale mondiale du cycle, et que Mercier, il vend des vélos partout. Il a des coureurs sous contrat qui courent. Donc, il convainc Mercier, qui continue de paraître, et à Mercier, comme aux autres, fait comprendre que voilà, c'est une demande qui vient de Vichy, c'est une demande qui vient des Allemands, et qu'aujourd'hui, il vaut mieux être du bon côté du manche. Pour Mercier et d'autres, en réalité, cela représente une bonne publicité, car le vélo reste souvent le seul moyen de transport pour la plupart des Français sous l'occupation. Cela explique pourquoi nous retrouvons des équipes telles que Mercier, Dunlop ou Dilecta. Malgré tout, nous sommes en fin de saison et la plupart des cyclistes sont peu motivés à l'idée de courir. Qu'ils ne soient pas spécialistes des courses à étapes ou aussi car ils ne souhaitent pas servir la propagande de Vichy. Jean Lelio promet donc de très grosses primes pour les coureurs pour essayer de les appâter. Parmi ces coureurs, il y a évidemment Émile Idé. Jean Lelio a besoin de tête d'affiche pour sa course et Émile est devenu champion de France en 1942. Une course censée rassembler tous les Français ne peut en réalité pas se passer de son maillot tricolore. Et pourtant, Émile Idé, le champion de France, refuse la proposition de Lelio. Sauf que Émile Idé, il est convoqué par Jean Lelio, qui le voit, Jean Lelio était au championnat de France, qui dit « Émile, on a besoin de toi, tu comprends ?» Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Et en fait, Jean Lelio va lui dire « Écoute, Émile, je serai toi, je viendrai au circuit de France, parce que, tu vois, on t'a sorti du pétrin une fois, mais tu peux replonger. » Effectivement, en 1941, Émile Idé avait traversé illégalement la ligne de démarcation et écopé d'1 mois de prison. Que Jean Lelio fait référence en disant, tu sais, un coup de fil, t'es jeune, t'as 22 ans, et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la relève. C'est pas encore le STO, mais la relève, c'était 2 jeunes partent c'est ce qu'avait négocié le gouvernement de Vichy, c'est-à-dire 2 jeunes hommes français partent travailler en Allemagne et on fait revenir un prisonnier.
Et donc, la relève, elle a débuté en l'été 42. Un coup de téléphone à la police, ça, et t'es plus rien, t'es plus coureur, tu pars là-bas, t'as l'âge. Bah, il a cédé. Non sans peine, Jean Leliot parvient à réunir un peloton, majoritairement composé de Français, de Belges, ainsi que de quelques Italiens, Espagnols et Hollandais. Parmi eux, quelques célébrités telles que Louis Capu, France Bonduel, Guy Lapépie, Raymond Louviot, François Neuville et le champion de France 1942, Émile Idé. Après une organisation plus que difficile, le circuit de France, avec ses 12 équipes et 72 participants, est prêt à prendre le départ ce 28 septembre 1942. Le grand jour est arrivé et toutes les équipes sont prêtes au départ le 28 septembre à Paris. Cette première étape doit relier la capitale au Mans et c'est sous une pluie et un temps morose que les coureurs s'élancent vers l'inconnu. Émile Idé me dit on a reçu nos tenues de course et je lui dis mais c'était comment? Il me dit bah, la tenue de course c'était en fibrane de bambou. La laine et le coton, les restrictions, il n'y a plus ça. Donc il n'y a plus les fameux tricots qu'avaient les coureurs, même dans les années 60 encore. Donc là, c'est très très fin. Mais ça ne protège pas du froid. Donc les gars se sont retrouvés avec des conditions incroyables. Les boyaux. Bah, les boyaux, il n'y avait plus de marques qui faisaient des boyaux comme avant. Donc chacun se débrouillait. Donc on leur a dit de prendre leurs boyaux d'entraînement. Et puis, s'ils perçaient, de les recoudre. Le matériel, il y avait des vélos. C'était un vélo. Aujourd'hui, quand on voit la voiture Shimano sur le tour, quand elle dépanne un coureur, il y a la taille, telle taille, telle taille, telle taille. Chacun a ses cotes. Aujourd'hui, il y avait un vélo, voilà, fallait prendre le vélo qui était là. Si vous étiez grand et qu'il était tout petit, c'était tant pis, et l'inverse. Donc, c'était vraiment... quand ils sont tombés là-dessus, ils se sont dit, oula, dans quoi on se met? Dès les premiers kilomètres, les problèmes commencent. Les cyclistes sont transit froid et couverts de boue au point qu'il est quasiment impossible de différencier leur maillot. La route est dans un état exécrable et les crevaisons s'enchaînent. Le manque de matériel et de carburant rend toute réparation et déplacement des voitures très compliqué. Le premier ravitaillement a lieu à Nogent-le-Rotrou et déjà là, la plupart du peloton a l'air épuisé par les conditions. Une dizaine de coureurs belges en colère menacent de quitter la course et tentent de grimper dans le bus réservé aux journalistes pour rentrer à Paris. Comme il sait bien le faire, Jean Leliot marchande et leur promet de leur donner un rap de musette et plus de tickets de rationnement pour éviter la mutinerie. Les coureurs repartent et après 6 heures d'épreuve effroyable, c'est Guy Lapépie qui franchit la ligne en premier. Dès l'arrivée au Mans, la frustration, la colère et l'abattement est bien présent au sein du peloton. Ce n'est pas le repas du soir, constitué d'un simple bouillon de légumes et d'une tranche de viande froide, qui va aider les coureurs à reprendre leur force. Et en fait, dès cette première soirée, il y a un problème logistique de taille qui apparaît, et c'est bizarre de ne pas y avoir pensé avant. C'est où est-ce que les coureurs vont dormir? Même si le circuit de France est d'une moins grande ampleur que le Tour de France, la caravane compte quand même près de 200 personnes, entre les coureurs, les mécaniciens ainsi que les journalistes. Sauf qu'avec les restrictions et la situation économique de la France en 1942, eh bien, de nombreux hôtels sont fermés. La plupart des cyclistes doivent donc se résigner à dormir dans les dortoirs d'une abbaye, et les autres, par manque de place, doivent se contenter des banquettes arrière des voitures de l'organisation. Donc, le lendemain matin, au départ de la seconde étape entre Le Mans et Poitiers, il manque déjà 19 cyclistes à l'appel. Et en plus de ça, l'étape n'offre pas un grand spectacle en raison de l'absence de dénivelé, et ce jour-là, c'est le Belge France Bonduel qui l'emporte. En fait, c'est la troisième étape qui illustre sûrement le mieux l'amateurisme de l'organisation. Ce jour-là, les coureurs doivent relier Poitiers à Clermont, ce qui implique de traverser cette fameuse ligne de démarcation. Jean Leliot avait négocié des laissez-passer avec les autorités allemandes afin que le passage de la frontière entre le nord et le sud soit une formalité. Mais apparemment, les soldats allemands en poste ce jour-là n'étaient pas au courant. C'était un endroit où passait la Vienne, où il y avait beaucoup de passeurs, de réseaux de passeurs. Ils avaient démantelé un des premiers réseaux de résistance, le réseau Renard, du nom d'un notaire local. Les Allemands sont sur les dents à cet endroit-là. Et ils voient arriver à 7h30 du matin, dans le tout petit matin, dans la brune, ils voient arriver des gars en peloton, des voitures et tout. Là, ils sont tombés sur des gars qui mettaient... Même s'il y avait des Allemands qui les accompagnaient, il y avait des représentants allemands qui accompagnaient la course, mais... Et en fait, ils pensaient passer en une demi-heure, ils sont passés en 3 heures. Donc, il a fallu tout fouiller, contrôler, vérifier. Et pourquoi?
En plus des Belges, des Français, il y avait un Italien, un Espagnol, mais enfin, puis des gens avec des camions vides, qu'est-ce qu'il y a dans la malte? D'ailleurs, après le ravitaillement à Limoges, le cycliste de l'équipe Dilecta, Marcel Tiger, casse son dérailleur. À ce moment-là, il souhaite tout bonnement abandonner car il est trop loin de la voiture de son équipe. Mais ça, c'est hors de question pour l'organisateur de la course. Et en fait, le Liot, qui est là, le voit et dit à un motard qui est encore là, et il dit à Tiger, tu montes sur le siège arrière de la moto, je te ramène. Donc il a fait une demi-heure de moto, il a rattrapé le peloton. Là, il a pu prendre un des vélos de remplacement. Ils sont repartis. C'est un truc incroyable. Bon, le lendemain, il a été disqualifié, mais... Après le retard pris par le peloton au moment du passage de la ligne de démarcation, les coureurs sont contraints de rouler de nuit et de gravir l'école à la lumière des phares de voiture. Le Liot improvise et décide de neutraliser l'étape en la raccourcissant de 17 km au tout dernier moment. C'est donc le Français Louis Capu qui franchit en tête la nouvelle ligne d'arrivée et tout aussi surpris que le reste du peloton. Après cette étape rocambolesque, Jean Le Liot se rend compte que son tracé n'est pas bon, étant donné que les étapes ont été composées à la hâte sans même les avoir testées. Les problèmes logistiques s'accumulant, il décide de raccourcir la 4e étape de 70 km et de retirer tous les cols au programme. D'une étape de grimpeur, le Clermont-Saint-Étienne devient une étape de plaine. Le peloton n'est pas prévenu et les coureurs apprennent la nouvelle le lendemain matin au moment du départ. Ensuite, l'étape 5 qui cumule un contre-la-montre par équipe entre Saint-Étienne et Lyon, puis une étape entre Lyon et Dijon, se déroule elle sans encombre. Cette fois-ci, les coureurs ont pu traverser la ligne de démarcation sans avoir à montrer patte blanche. Après une semaine de galère, le peloton part de Dijon et arrive à Paris dans un Parc des Princes étonnamment bondé. C'est le Français Raymond Louviot qui gagne l'étape sous les clameurs des supporters et le Belge François Neuville, lui, remporte le classement général ainsi que le maillot zébré, en lieu et place du maillot jaune du Tour de France. Après une semaine de course, le peloton qui comptait 72 coureurs au départ arrive à Paris avec seulement 27 finishers. À l'arrivée de ce fiasco, Jean Le Liot s'exprime dans la presse pour défendre et redorer le blason de son événement. Si ce n'est pas le succès escompté, au moins nous avons fait ça pour relever le pays. Quand ça se passe comme ça, je veux dire, la France socialiste, de ses inconvénients, elle tire une morale en disant, voyez, on résiste, on se relève, oui, c'est pas facile, oui, on n'a jamais promis aux coureurs qu'ils dormiraient dans des grands hôtels et tout, mais bravo à eux qui ont relevé le défi sous la pluie, dans le vent, dans les crevaisons, malgré le scepticisme, bravo cette France, bravo au public qui était là au bord, bravo aux gens de Clermont-Ferrand qui à 10h le soir les ont encore applaudis. Voilà, c'est le verre à moitié vide ou même très vide et le verre bien rempli de l'autre côté. Voilà, mais après vous dites non, on cédera pas, on est plus fort que tout. Ils ont rencontré Pierre Laval, le président du gouvernement. Ils ont été le voir, évidemment, dans la France socialiste, ils le mettent en photo avec 3 mots. Bravo, quel exemple, je suis fier de vous, ça continuera, c'est un succès incroyable. Là, donc c'est... Même si très peu de Français étaient au bord des routes pour profiter de l'événement, à force de propagande, tout est mis en place pour convaincre la population que cette course a été une réussite. Mais tout ça dans quel but? Ce n'est clairement pas un événement sportif, mais politique. Le circuit de France devait représenter le renouveau culturel et sportif du nouvel État français. Un événement sportif qui, finalement, partage beaucoup de similarités avec la France de Vichy. Au-delà de la catastrophe sportive, que nous cache le circuit de France? Et pourquoi l'occupant tenait tant à ce que le Tour de France reprenne? Relancer la course cycliste la plus populaire en France n'est pas anodin. C'est un réel défi politique pour les occupants, mais aussi pour Vichy. Le but est de faire oublier aux Français la politique de collaboration, l'asservissement de la France, mais aussi la politique antisémite. Il est très important de rappeler que le circuit de France s'organise en parallèle d'un événement qui pousse la collaboration de l'État français à son paroxysme, la rafle du Veldiv. Du 16 au 17 juillet 1942, 2 mois avant le circuit de France, 13 152 juifs, dont près d'un tiers sont des enfants, sont arrêtés par la police française. Sous les ordres de Vichy, René Bousquet, le secrétaire général de la police nationale, organise cette opération de grande ampleur. Cette grande rafle, la plus importante de la période de l'occupation en France, est la conséquence des directives du Troisième Reich dans sa politique d'extermination des Juifs en Europe.
Le Vélodrome d'hiver est un lieu très important pour le sport français. De nombreux événements y prennent place, boxe, tennis, patinage et surtout du cyclisme sur piste. De nombreux participants du circuit de France ont d'ailleurs déjà concouru dans cette enceinte qui devient un véritable enfer au mois de juillet 1942. Les raflés y sont parqués pendant 5 jours, sans eau et nourriture, avant d'être envoyés vers des camps de transit pour terminer ensuite vers les camps de la mort. Même en privant de sa fonction première, l'une des plus célèbres enceintes du cyclisme français, Vichy poursuit sa volonté d'instrumentaliser le sport à des fins politiques. Seulement 2 mois après la rafle, le Veldiv accueille le combat de Marcel Cerdan contre le boxeur fasciste espagnol José Ferrer. Afin de propager cette image d'une France unie, malgré sa nouvelle situation politique et les privations qui assaillent la population, l'administration allemande, avec le soutien du gouvernement de Vichy, se sert de la culture pour propager cet idéal. Théâtre, cinéma, musique et bien sûr le sport. Le circuit de France devait être le meilleur exemple de cette politique. Le sport le plus populaire et le plus rassembleur, qui sillonne le pays, qui traverse la ligne de démarcation et montre les sportifs comme des vitrines malgré eux de l'excellence française. L'objectif est simple, montrer l'idéal du nouveau français, montrer que les Allemands sont magnanimes et qu'au final, rien n'a changé. Au-delà de cette volonté politique, cette course cycliste illustre aussi le visage de la collaboration et du monde de Vichy. La France socialiste est l'un des journaux collaborationnistes les plus extrêmes, avec une volonté d'aller encore plus loin dans l'asservissement à l'occupant pour que la France ait une place dans cette nouvelle Europe. Cet événement sportif est porté, lui, par des opportunistes incompétents qui, eux, cherchent avant tout à gagner leur heure de gloire et écouler plus de tirages. Le circuit de France est évidemment oublié. En faisant cette vidéo, c'est la première fois que j'en entendais parler. Cette ersatz du Tour de France qui se volait révolutionnaire ne fut finalement rien de plus qu'un coup d'épée dans l'eau. Alors, malgré les encouragements de Vichy pour organiser une seconde édition en 1943, la guerre rattrape Lelio et ses comparses. En novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord et dans la foulée, les Allemands prennent le contrôle de la zone sud de la France. L'état d'alerte des Allemands et la chasse aux mouvements de résistance qui se multiplient auront raison du circuit de France, qui n'aura eu qu'une seule édition. Après-guerre, le Tour de France, lui, reprend la route en 1947, avec dans son peloton quelques rescapés du circuit de France. Une course qui restera un fantôme pour Émile Idé. Émile, lui, arrête sa carrière en 1952 et se reconvertit dans des courses de chevaux comme jockey, puis propriétaire. Il a connu une vie paisible et s'est éteint ce 31 décembre 2024, à l'âge de 104 ans. Étienne a d'ailleurs eu la chance de le rencontrer pour que celui-ci lui raconte cette histoire du circuit de France, nous conter ce tour oublié, ce tour fantôme, ce tour de la honte. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Avant tout, je voulais vous remercier puisque nous avons passé le palier symbolique des 200 000 abonnés. Maintenant, on a l'objectif des 300 000 parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder et à découvrir la chaîne. Je le sens bien dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez notre travail. Et aussi, pour ceux que le sujet intéresse, que l'histoire du vélo intéresse, sachez que nous avons uploadé sur la chaîne YouTube Rivenzi l'interview complète de Étienne Bonamy qui est venu ici dans le studio pour nous raconter l'histoire du circuit de France. 1h20 d'interview, donc si vous voulez un petit peu plus creuser le sujet encore et que le sujet vous a plu, merci à vous de nous avoir regardés et à très vite pour une prochaine vidéo.